Ok, ben on va commencer. Oui, Alors, donc on va déjà se présenter. Donc moi, c'est Christophe Lefort, donc je suis PE aussi. J'ai enseigné dans tous les niveaux de la grande section jusqu'au CM2, avec une dominante quand même pendant plus de 10 ans sur du grande section CP. Voilà. Et puis Laurent, je vais te présenter. pardon. Donc, Laurent, donc moi j'ai enseigné un peu sur tous les niveaux de l'école élémentaire. J'ai fait du 4 niveaux, CE1, CE2, CM1, CM2 pendant 15 ans. Après du double niveau, CP, CE1 pendant une douzaine d'années. Et puis du CM pour finir. Et maintenant, ça fait 4 ans qu'on est en disponibilité. 7 ans qu'on travaille sur ce projet bien écrit pour bien lire. Et 4 ans qu'on est en disponibilité. Donc, voilà, pour travailler sur ce projet. Alors, notre position à nous, c'est d'être à l'interface en fait entre les préconisations de la recherche que vous allez retrouver dans l'étude IFE. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la plus grosse étude sur le lire et écrire qui a eu lieu en France entre 2013 et 2015. Donc, ils ont analysé les pratiques de 131 enseignants qui étaient déjà bien aguerris, hein, puisque c'était des enseignants qui étaient volontaires. Et puis, de là est sorti donc des préconisations dont on va vous parler, hein, qui sont intégrées dans les outils qu'on développe et dont on va vous parler un petit peu tout au long du déroulé. Voilà. Donc on se disait Et comme... puis, oui, oui, Excuse-moi. Vas-y, oui, vas-y. donc d'être à l'interface donc entre les préconisations de la recherche et donc la réalité de la classe et de développer des outils fonctionnels pour la classe qui tiennent compte de ces préconisations. Pardon. Excuse-moi. Donc, comme il n'y a pas beaucoup de monde ce matin, on se disait, on a deux possibilités. Soit on vous déroule le webinaire comme on le fait d'habitude, c'est-à-dire que c'est beaucoup nous qui allons parler, et puis voilà. Ou alors, on fait sous forme de discussion, vous nous dites quel thème vous aimeriez qu'on aborde de la méthode, et puis on les fait un peu dans le désordre. Enfin voilà, c'est vous qui choisissez. C'est génial. C'est comme vous voulez. Vous voulez qu'on attaque? Oui, peut-être une Ouais. présentation générale de la méthode. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Ok, Ok. ça marche. De Présentation. toute façon, alors vous n'hésitez pas, vous intervenez, comment? Vous nous posez les questions que vous voulez, et puis on peut y répondre, Oui. voilà, au fur et à mesure. Ok. Ok. Donc, on va commencer par les supports avant de rentrer dans la PEDA. Donc là, je vais vous emmener sur le site. Donc, on a un site qui s'appelle metallo.fr, hein. Donc, en haut à droite, là, si vous n'avez pas encore créé de compte, il y a écrit Mon compte. Alors, vous cliquez dessus, vous créez votre compte, il vous faut une adresse email, puis vous créez un mot de passe. Et une fois que vous avez créé votre compte, il est écrit Mon espace. Ouais. Et si je vais dans mon espace, ben, j'ai accès à toutes les choses. Pour la création du compte, je pense à, je ne sais pas votre prénom, en Serbie. Prenez enseignant francophone parce qu'après, on vous demande une adresse académique. D'accord? Donc, si vous prenez le profil enseignant francophone, même en Belgique, vous n'avez pas de problème. Après, autrement, si vous voulez commander un élément, on vous demande une adresse académique si vous êtes enseignant en France. Donc, choisissez bien le bon profil. D'accord? Donc ici, c'est tout ce qui relève de la méthode de lecture métallo CP. Et puis en dessous, vous avez ce qui relève du clavier métallo. Je ne sais pas si vous connaissez les claviers métallo. Oui. C'est une ressource gratuite, hein. Donc c'est une application, Laurent il vous la montrera un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, donc vous aurez les ressources, tout ce qu'on propose. Et puis si je retourne à la page d'accueil, il y a voilà, mais j'aurais pu le choper depuis là. Il y a un onglet enseignant ici. Voilà, qui parle de notre projet, le clavier, et puis la méthode d'écriture, la méthode de lecture et d'écriture. Donc voilà. Donc au niveau des supports, on a un livre de lecture pour l'année, on a 2 fichiers élèves, on a un jeu de cartes de manipulation graphème-phonème, ça c'est pour les séances d'encodage et ça correspond aux deux premières périodes de l'année. On a des vidéos pour s'aider à l'entraînement au geste graphique, qu'on va vous montrer. Et puis, au dos du livre de lecture, il y a un petit répertoire qui s'appelle Leximini. Il contient 300 mots et c'est les mots qu'on encode pendant toute l'année pour étudier tous les graphèmes. Donc, on va vous montrer comment ça marche. Donc, ça, c'est la partie destinée à l'élève. Et puis, pour l'enseignant, donc on a le guide pédagogique,
On a le fichier d'activité et de différenciation. On a les affichages de classe. On a des tutos d'accompagnement. Et il y a aussi un groupe Facebook qui est très actif où ben, il y a les utilisateurs de la méthode, mais pas que. Et en fait, ils échangent beaucoup entre eux et ils créent même des ressources complémentaires entre eux. Voilà, et puis ils les partagent. Donc, c'est intéressant d'aller les voir et même de poser vos questions, voir ce que eux pensent de la méthode, puisque c'est eux qui l'utilisent. Parce que vous, on va vous donner notre version, mais la leur est intéressante aussi. Alors, pour le guide pédagogique, il faut peut-être expliquer qu'il est volumineux, mais on va le dire dès maintenant. Ouais. Donc, le guide PEDA, il fait 220 pages. En fait, on dit ça parce qu'en fait, on a eu la remarque, on est allé Présenté dans une ville ouais, avant-hier. Hein. vers chez nous. Et puis, il y a une institut qui nous dit, ben ouais, le guide PEDA, waouh. Alors, on vous explique comment il est fait. Il fait 220 pages, mais il est très répétitif. Nous, on a eu la classe, donc on sait comment ça se passe. Soit, par exemple, on a un quart de décharge, ou alors on a demi-temps, ou alors un jour, on est remplacé. Il y a énormément de répétitions dans le guide PEDA pour que l'enseignant qui vient un jour comme ça dans la classe n'ait pas à aller retourner en arrière, dire attends, de quoi ils parlent, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, donc il fait 220 pages, mais en fait, quand on le pratique nous, en fait, il y a plein de choses, on dit ok, ça je sais, c'est toujours pareil, mais on a fait le choix de répéter parce que quand on conçoit une méthode comme ça, ben, on s'est aperçu qu'on s'adresse à des enseignants qui ont un CP depuis la première année, enfin, pour la première année, puis il y a des instituts, ça fait 25 ans qu'ils font du CP, puis il faut s'adresser à tout le monde. Donc, on a fait ce choix-là pour que ben, ceux qui sont débutants et puis ceux qui sont partagés sur des temps partiels ne soient pas perdus. Donc, il fait 220 pages, mais il n'est pas du tout lourd à pratiquer, quoi. Alors, je vais revenir à mon document. Voilà. Donc, on travaille avec un chercheur, un enseignant-chercheur qui s'appelle Patrice Gourdet. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Il est chercheur en sciences du langage. Il a participé à l'étude IFE. Et donc, lui, il a évalué notre méthode. Il a repris le protocole de l'étude IFE. Alors, il n'a pas pris tous les items parce que ça aurait été un trop lourd travail, mais il a pris justement ce qui fait un peu défaut dans les méthodes actuelles. Et il a appliqué le protocole pendant 2 ans à la cohorte métallo, puis comme ça lui a permis de comparer les résultats avec l'étude IFE. Donc là, l'étude et les résultats, ils sont disponibles sur notre site, vous pourrez aller voir. Et donc, il nous a accompagnés dans le développement de la méthode. Alors, pour commencer, je vais vous mettre un lien. Il y a une petite vidéo, on le fait comme ça. Je vous mets le lien dans le chat. Comme ça, vous pouvez le regarder. La regarder, elle fait 1 minute. Et puis, on en parle après parce que si on la passe, il y a le son qui ne passe pas. Vous nous mettez un petit mot quand vous avez fini de visualiser. Voilà. Comme ça, on peut redémarrer. Alors, il est où mon chat là? Voilà, il est là. Hop. Voilà, je vous ai mis le lien, on vous laisse regarder et puis on revient après. Ok, donc on revient.
Voilà. Donc, Patrice Gourdet, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que quand on apprend à lire, ben, on apprend à lire et à écrire. On n'apprend pas seulement à lire. Donc, c'est un petit peu le fondement de la méthode Métallo. On va vous montrer un petit peu tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé Métallo, méthode de lecture et d'écriture. Pour donner une information, au cours de l'année, les enfants apprennent à lire à peu près 50% du temps, apprennent à écrire à peu près 50% du temps. Alors, la lecture et l'écriture, bien sûr, elles sont liées les deux, mais elles ont chacun un rôle dans la méthode. Pour la lecture, le but de la lecture, c'est l'accès au sens. Dans Métallo, on lit pour comprendre, pour rien d'autre. Donc, les enfants, on les habitue dès le départ que quand on lit quelque chose, on doit comprendre. Pourquoi? Parce que on s'aperçoit qu'il y a des enfants comment dire, se concentrent sur le code. Il y a des enfants qui arrivent à bien déchiffrer, et puis donc ils déchiffrent, ils ne mettent même pas forcément l'intonation. Et quand on leur dit qu'est-ce que tu as compris, ben, ils n'ont rien compris. Parce qu'eux se concentrent plutôt sur le code, ils croient qu'apprendre à lire, ben, c'est décoder les sons, etc. Donc vraiment, nous, quand on lit, c'est pour comprendre. On vous montrera tout à l'heure comment on travaille la compréhension. Et l'écriture, donc il y a le sens aussi, puisque quand on écrit quelque chose, le sens, il est au départ. Alors, on va apprendre à écrire, on va apprendre à écrire avec la bonne orthographe et pendant cet apprentissage-là, on va pouvoir étudier le fonctionnement de la langue. Alors, pourquoi on fait ce choix-là aussi? Parce que naturellement, la lecture, elle ne demande pas à étudier la langue. Nous, quand on est lecteur expert, en fait, on arrive à tout faire en même temps. Si on lit quelque chose, ben, par exemple, si on voit une faute d'orthographe, on peut la repérer, on peut repérer des marques de pluriel, des écritures particulières de mots, etc. Mais l'enfant, lui, il n'arrive pas à faire ça. Il est plutôt monotache quand il apprend au départ. Donc, on le laisse se concentrer sur le sens quand il lit. Et l'écriture, par exemple, si je donne à un enfant, je lui dis tu écris le mot pantalon, eh ben, s'il n'a jamais vu le mot, il va être obligé d'écouter le mot, de le découper en syllabes, il va être obligé d'aller écouter les sons qu'il entend dans chaque syllabe, il va être obligé d'aller chercher des graphèmes correspondants, etc. Donc, le fait d'écrire demande de comprendre comment fonctionne la langue, ce qui n'est pas le cas de la lecture. D'ailleurs, en lecture, il y a des enfants qui entendent lire dans la classe et après ils mémorisent très bien. En fait, ils font une répétition et ils ne sont pas obligés de rentrer dans le code. Donc, voilà le pourquoi de ces deux rôles différents. Alors, on vous remet une petite... Là, c'est pourquoi apprendre à écrire avec la bonne orthographe. Donc, elle fait à peu près 1 minute aussi. On vous la laisse écouter et on revient derrière. Oui, parce qu'en fait, c'est bien joli de lire et écrire, mais écrire, on écrit comment? On laisse écrire les enfants comme ils veulent ou est-ce qu'on doit être vraiment sur la bonne orthographe? Vous nous dites quand c'est OK pour vous. Oui. Allez, on va tous. Merci beaucoup. Allez, à bientôt.
OK. OK. Alors, si on reprend le mot bateau dont parle Patrice Gourdet, donc il a deux formes, ce mot-là, il a sa forme orale quand on le prononce et sa forme écrite. Donc, si on passe de la forme orale à la forme écrite, on est dans une situation d'écriture, c'est-à-dire encodage, passer des phonèmes au graphème et plus le respect de la norme qu'est l'orthographe. Et dans l'autre sens, si on passe de la forme écrite pour aller à la forme orale, on est dans une situation de lecture, donc avec un décodage, passage des graphèmes aux phonèmes et l'accès au sens. Alors, ce qui se passe dans la mémoire de l'enfant à ce moment-là, c'est ça qui est intéressant. Si on considère qu'on arrive à faire écrire le mot bateau directement avec la bonne orthographe à un élève, alors il va l'enregistrer une première fois avec la bonne orthographe. Déjà, il va rencontrer la norme, ce qui est important. Il va pouvoir développer une conscience orthographique. Ça, il le développe assez vite quand on leur présente la bonne orthographe, c'est-à-dire qu'ils comprennent qu'il y a une façon d'écrire, même s'ils ne savent pas encore tout faire, ils savent qu'il y a une façon d'écrire. Ce n'est pas « j'écris comme je veux ». Donc, quand il va rencontrer le mot, il ne va pas le mémoriser en mémoire profonde une fois, hein, en une fois. Mais si on fait cette fréquentation régulière, alors on arrive à ancrer les mots en mémoire profonde. Quand un mot est ancré en mémoire profonde, on va avoir un double effet. Donc, on va avoir un effet en écriture, c'est-à-dire que quand l'enfant va avoir à réécrire le mot bateau, ben, s'il l'a mémorisé, ben, il n'y a pas de problème, il va aller le rechercher en mémoire, il va pouvoir l'écrire avec la bonne orthographe. Et le deuxième effet, c'est que quand il va le rencontrer dans une phrase, il ne va pas être obligé de passer par un décodage, il va pouvoir faire ce qu'on appelle une reconnaissance directe du mot et il va pouvoir augmenter sa fluence de lecture. Et la fluence, ben, on sait que c'est un des facteurs qui permet d'accéder à la compréhension en autonomie. Alors, si on arrive à faire écrire, on va vous montrer comment on fait, hein, si on arrive à faire écrire les enfants avec la bonne orthographe le plus souvent possible, ben, on va pouvoir leur faire mémoriser les bons patrons de mots et avoir ces deux effets-là. Maintenant, si on ne fait pas ça, parce que la question c'est est-ce qu'il faut écrire avec la bonne orthographe? Alors, si on laisse écrire les enfants comme ils pensent, par exemple en phonétique, qu'est-ce que ça va produire? Bon, ben, ils vont mémoriser à chaque fois qu'ils écrivent un mot en phonétique, ben, ils vont rentrer un peu plus ce mot-là en mémoire, donc ils vont développer un petit peu comme un langage parallèle par rapport à la norme. Et quand ils vont vouloir réécrire, ben, ils vont aller rechercher en mémoire ce qu'ils ont, donc ils vont continuer à écrire en phonétique. Donc en fait, on va renforcer ce côté-là chez eux. Et puis le deuxième effet dont j'ai parlé avant, eh ben, en lecture, on ne va pas l'avoir parce que ce qui est dans leur mémoire ne correspond pas à ce qu'ils voient dans les phrases, donc ils ne vont pas pouvoir faire cette reconnaissance directe des mots, donc on va les maintenir dans un décodage, c'est-à-dire dans une lecture qui est plus laborieuse. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est important. De toute façon, les recherches sont unanimes là-dessus. Il faut présenter la bonne orthographe le plus tôt possible aux enfants parce qu'ils ont montré qu'un mot, alors on en a tous nous en tant qu'adultes, hein, il y a des mots qui nous embêtent, un mot qui est mal mémorisé, en fait, plus il est là depuis longtemps, plus il est difficile à déloger. Donc, le but, c'est d'arriver à enregistrer le plus de mots possible avec la bonne orthographe. On n'arrive bien sûr pas à faire du 100%, mais vraiment que dans la démarche, nous, on se dise, voilà, chaque fois qu'on travaille, on permet aux enfants d'enregistrer la bonne orthographe. Ça ne veut pas dire que les enfants ne font pas des essais d'écriture. Ils font des essais d'écriture, mais là, il y a encore une autre préconisation qui dit qu'il faut corriger dans la même unité de temps. C'est-à-dire que l'enfant fait son essai d'écriture, c'est pas il pose son cahier, puis il s'en va, puis on verra ça plus tard. Il faut qu'il corrige maintenant pour que quand il a terminé la séance, lui, il reparte avec la bonne orthographe. Donc, c'est important qu'il se trompe, c'est important qu'il essaie, mais c'est important qu'il ait aussi un rapport à la norme et de se dire « Ah oui, moi j'ai écrit comme ça, mais en fait, ça s'écrit comme ça. » Ça, cette préconisation-là, elle vient d'André Ouzoulias, si vous le connaissez. Je te laisse le présenter. Alors oui, il a œuvré dans les Mureaux, tu as glissé. Il a œuvré dans les Mureaux, c'est un psychopédagogue en fait, qui a beaucoup travaillé sur les écrits normés. Voilà, il a œuvré dans les Mureaux dans le 78. C'est lui qui a l'origine des Maclés, je ne sais pas si vous connaissez. Donc lui, voilà ce qu'il explique en fait, c'est qu'une situation d'écriture, ben, ça vaut 10 situations de lecture. Parce qu'évidemment, en observant le fonctionnement de la langue, ben, ça va améliorer en enregistrant. Donc lui défend l'idée d'écrire avec des écrits courts normés, c'est-à-dire qu'une fois que l'élève a fini, il pose son cahier, il y a très peu de fautes ou pas de fautes, l'enseignant il a peu de choses à corriger, et puis le lendemain, ben, l'élève il est content parce qu'il a envie d'écrire, puisqu'on lui redonne un cahier qui n'est pas bardé de rouge partout,
évidemment. Et donc, ça lui permet de mémoriser convenablement, comme l'expliquait Christophe tout à l'heure, et donc de s'en servir tant en écriture qu'en lecture. C'est pour ça qu'il disait une séance d'écriture, ça vaut 10 séances de lecture. Alors, au niveau des appuis de la méthode, qui sont aussi des préconisations, dans l'étude IFE, sur les 131 classes qui ont été observées, ils ont montré que les pratiques les plus efficaces, c'est celles qui étudient 14 graphèmes sur les 9 premières semaines. Donc ça, c'est repris dans le guide orange. Voilà, c'est repris dans les préconisations. Pourquoi? Parce qu'en fait, les enfants, il faut qu'ils aient de la matière. Si on va doucement dans les sons en début d'année, ben en fait, on reste un peu coincé, alors que si on va plus vite, on arrive à faire beaucoup de manipulations, et c'est là qu'on s'aperçoit que les enfants comprennent mieux le principe alphabétique et commencent vraiment à intégrer le code alphabétique. Donc ça, c'est une préconisation qu'on respecte. Voilà, et on l'utilise d'ailleurs dans le jeu de vocabulaire où on a de la manipulation très rapidement, puisqu'on donne déjà, au bout d'une semaine, ils ont déjà… Dans le jeu de cartes, j'ai dit quoi? jeu de vocabulaire. Oui, jeu de cartes. Ils ont combien de… Ils ont 3-4 phonèmes au bout d'une semaine, quoi. Ouais. Donc, ils peuvent déjà brasser, déjà combiner, et puis voir tout de suite un peu le fonctionnement d'un combinatoire. Après, il y a un gros appui, c'est la régularité de la langue. Alors, on nous dit, enfin, nous, on a appris quand on était petit que le français, c'était très compliqué, hein, il y avait plein d'exceptions. Et maintenant, on a découvert, donc ça c'est par rapport aux recherches aussi, que le français, il est régulier à 85% à l'écrit. Ça, c'est assez surprenant parce qu'on n'a pas forcément cette idée-là. Si on prend ces deux phonèmes-là, par exemple, le phonème I, eh ben, il s'écrit avec un I dans 99% des cas et avec un Y dans 1% des cas. Si on prend le son Z, il s'écrit dans 90% des cas avec un S et dans 10% des cas avec un Z. Donc, quand on va faire l'entrée graphémique, on va toujours entrer le graphème le plus courant de chaque son. On ne va pas introduire tous les graphèmes, et les graphèmes qui sont peu courants, on les verra dans un second temps, pour habituer l'enfant à la régularité de la langue. Alors là, on va vous dérouler, ça c'est en période 1, donc c'est le graphème P. Voilà un petit peu comment se déroulent les 2 jours d'étude du son, du graphème et du son. Et vous allez voir un petit peu tout ce qu'on travaille. On va rentrer par la lecture, donc on va vous parler un petit peu du livre. Nous, au départ, on voulait travailler avec des albums de jeunesse, etc. Ça a été impossible, on va la faire courte, mais par rapport aux éditeurs, c'est trop compliqué, ils ne veulent rien lâcher, c'est monstrueux, ça demande un travail, on n'a pas pu. Donc, on a tout écrit, les textes. Ce sont des textes qui sont 100% déchiffrables. Par contre, ce n'est pas des histoires de métallo toute l'année. Il y a beaucoup de types d'écrits, donc vous les voyez sur la gauche, là, pour que l'enfant rencontre plein de types d'écrits possibles. Et puis, ben, par exemple, quand on fait un documentaire, ben voilà, Métallo, il n'est pas là. Voilà, Métallo, il y a Métallo comme fil conducteur, mais après, ben, il disparaît, il réapparaît après, etc. Donc là, on est sur une histoire de Métallo. Donc, dans un premier temps, on projette l'image du texte, l'image de l'histoire. On laisse les enfants s'exprimer dessus, librement. Ensuite, alors, ce qu'on n'a pas dit. Le livre, en fait, la méthode, elle est découpée en 5 périodes, en 5 périodes de 7 semaines. Sur les 2 premières périodes, on a des textes qui sont entendus par l'élève, donc lus par l'enseignant ou l'enseignante, ce qui permet de travailler la compréhension implicite, explicite et culturelle dès le début de l'année, parce que si on attend que les élèves sachent lire, ben, on ne peut pas travailler cette compréhension-là. Donc ça, c'est une préconisation aussi. Donc là, en début d'année, on va avoir un texte entendu ici, qui est lu par l'enseignant. Donc une fois qu'on a vu l'image, l'enseignant dit aux élèves, bon, ben voilà, je vais vous lire une histoire. Il lit l'histoire. Ensuite, on a un temps de verbalisation où les enfants peuvent dire ce qu'ils ont compris de l'histoire. Peut-être que ce sera juste, peut-être que ce ne sera pas juste. Le but, c'est qu'ils s'expriment. On ne va pas forcément les reprendre ici. On travaille en groupe classe, là, parce qu'on veut emmener tout le monde. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des enfants pour qui c'est plus difficile de s'investir. Donc là, on emmène tout le monde, on utilise la force du groupe classe. Et ici, on n'est pas en train de recadrer les élèves en disant « Ah non, là, tu n'as pas bien compris ». On les laisse s'exprimer parce qu'il y a aussi des élèves qui vont dire, par exemple, il y a des élèves qui sont plus timides ou qui ont moins confiance en eux, etc. Et dès qu'ils donnent une réponse, si elle n'est pas bonne, ils peuvent se fermer et dire, bon, bah, ok, moi, je n'ai pas compris, donc je ne dis plus rien. Donc là, c'est vraiment le but d'emmener tout le monde. Une fois qu'ils ont verbalisé, l'enseignant leur dit, je vais vous relire une deuxième fois l'histoire, mais écoutez bien, parce qu'après, je vais vous poser des questions.
Donc, il les prévient avant. Donc, il relit l'histoire. Et ensuite, on a une série de questions. Donc, les questions, je l'ai dit, il y a des questions explicites pour voir si vraiment ils ont bien compris. Il y a des questions implicites et il y a des questions culturelles. Pour le culturel, je vous donne un exemple. Ici, on travaille sur la pomme. Voilà, dans l'histoire, il y a un pommier, etc. Eh ben, une des questions, ça va être est-ce que vous connaissez d'autres arbres fruitiers? En fait, on va ouvrir plus loin que le texte. Et vraiment, ce qui est intéressant dans cette phase-là, parce que quand on pose une question à un enfant, en fait, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, on lui pose une question, il répond. Si on en reste là, on est juste en train d'évaluer ce que l'enfant sait et ce qu'il a compris. Ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer après. Et donc, dans la méthode Métallo, ça se passe sous forme de débat argumenté, c'est-à-dire que l'enfant, chaque fois qu'il donne une réponse, il est obligé de justifier sa réponse. Et on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que des fois, on a plusieurs points de vue, parce qu'il y a des questions qui sont posées exprès pour ça. On peut avoir plusieurs points de vue et les deux points de vue peuvent être acceptés parce qu'ils sont justifiés. Donc ça, c'est important pour les enfants. Et voilà, en fait, disons que la justification a largement autant d'importance que la réponse en elle-même. Donc ça, c'est le premier jour. Tout ce travail à l'oral. J'y reviendrai après, puisque le deuxième jour, on fait une deuxième étude du texte. Mais en attendant, le premier jour, une fois qu'on a fini cette séance-là qui dure 30 minutes, eh ben, on pose une dernière question. Alors ici, dans ce texte-là, c'est quel est l'animal posé sur le chapeau du champignon? Donc ça, c'est un papillon. Ça nous permet d'introduire le graphème. Papillon, donc on introduit le P, on montre l'affichage et on va sur le livre. Ce qu'on n'a pas dit sur le livre, je vais vous montrer la page correspondante ici. Voilà. Donc, sur la page, on a à gauche le texte qui est lu par l'enseignant et à droite, on a la page qui correspond à l'élève. Donc, quand j'ai montré les supports sur le site tout à l'heure, vous pouvez consulter des extraits. Voilà. Donc là, on va travailler sur le code. On va travailler, on va voir le graphème, on va voir quelles lettres de l'alphabet on utilise pour écrire ce graphème-là, etc. Et ensuite, ce qui est en bas là, c'est ce que l'élève, lui, pourra lire tout seul. Une fois qu'on a vu le graphème, ben, on s'entraîne aux gestes graphiques. Donc là, je vais retourner sur le site et je vais vous montrer. Donc ici, je vais aller dans mon espace en haut à droite, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Et sur le site, vous avez une carte ressources ici. Et là, vous aurez toutes les ressources qui sont liées à la méthode de lecture. Voilà. Donc, vous pouvez accéder au guide pédagogique, au fichier de l'élève, au fichier corrigé de l'élève, je vais y revenir tout à l'heure, au livre de lecture, il y a des tutos. Là, on a les vidéos de graphisme. Donc, je suis en période 1. Voilà, et puis voilà, donc je prends le graphème P. Alors, ce que je peux faire ici, je fais un clic droit sur la vidéo, je fais lire en boucle. Là, il y a un petit tuto pour ça. Et je la lance. Parce que le problème, quand on entraîne les enfants en gestes graphiques, on ne peut pas être partout. Déjà, des fois, on a un double niveau ou un triple niveau, donc il faut bien qu'on aille ailleurs. Et une fois qu'on a montré, les enfants, il leur reste au tableau une image d'une lettre. Des fois, ils ne savent plus dans quel sens ça tourne, etc. Alors qu'un tracé, c'est dynamique, ça a un début, ça a un sens, etc. C'est un mouvement. Donc, on fait tourner cette vidéo-là en boucle pour que l'enfant qui ne se rappelle plus comment on fait la lettre puisse s'y référer. Donc, il peut prendre son crayon en l'air, resuivre la lettre sur la vidéo tout seul, etc. Et après, repartir sur son support, que ce soit l'ardoise ou le cahier, etc., pour s'entraîner à écrire. Donc, chaque graphème qui est étudié, on a la petite vidéo correspondante qui permet aux élèves de s'y référer sans que l'enseignante soit là ou l'enseignant. Et là, l'étude de l'IFE, elle montre que le niveau de performance est maximal quand on a un entraînement quotidien au geste graphique de 20 minutes. Et ça a un impact autant sur la quantité de production d'écrit, évidemment, que sur la qualité de la production d'écrit. Et jusqu'au CM2. Et jusqu'au CM2. Donc, en fait, l'entraînement à l'écriture, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important. Donc, on s'entraîne à écrire le graphème. Voilà. Ensuite, on va avoir de la discrimination auditive. Donc, au départ, elle est collective pour s'assurer que on va faire prononcer le son correspondant à chaque élève pour s'assurer qu'il a le bon son, etc., qu'il l'entend. On va leur faire proposer des mots. Nous, on va amener des mots où on entend le son. On va leur
demander de trouver des mots qui contiennent ce son-là. On va travailler systématiquement la discrimination visuelle. Donc là, on est en début d'année, donc on a des suites de lettres et des mots. Mais ça évolue dans l'année petit à petit. Après, on travaille sur des extraits du texte. C'est-à-dire que dans le texte qu'on a lu, que les enfants ont lu, après, en période 3, ils vont aller chercher directement les mots qui contiennent le graphème, etc. Ils peuvent aussi avoir à les trier, etc. Et ensuite, on va passer à l'encodage. Donc, l'encodage, c'est vraiment une partie très importante qui permet aux enfants de comprendre le fonctionnement de la langue. Donc, si on regarde les mots de la langue française, on voit ces particularités-là. Moi, tout à l'heure, j'ai parlé de la régularité de la langue, c'est-à-dire quand j'utilise le graphème le plus courant pour chaque son. À gauche de l'écran, là, vous avez les mots qui sont réguliers. Un papy, un melon, un lama. En fait, c'est comme si on avait juste à écouter les mots, puis on les écrit. On utilise le graphème le plus courant, ils sont simples. Le problème, c'est que des mots comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans la langue française. Donc après, au milieu, vous avez ceux qui ont les lettres muettes. Et puis à droite, vous avez ceux qui contiennent ce qu'on appelle des graphèmes secondaires, c'est-à-dire c'est des autres écritures du son, mais qui sont moins courantes. Par exemple, si je prends équipe, eh ben, si l'enfant ne sait pas que c'est QU, il ne va pas l'inventer. Alors on travaille à partir d'images en codage qui sont de cette forme-là parce qu'on veut que l'enfant, lui tout seul, accède à la bonne orthographe. Si par exemple on fait écrire le mot lit, on dit à un enfant écrivoir le un lit. Si on ne lui dit rien du tout, il va écrire LI. Hein, s'il combine, voilà. Et nous, ça, c'est de l'expérience de classe. Un jour, il y a un élève qui nous a dit, on travaillait comme ça, puis il nous a dit, mais maître, tu dis toujours que c'est juste, puis tu corriges toujours à la fin. Parce qu'on disait, oui, ben, c'est bien, tu as écrit lit, par contre, je te le dis, il y a un T à la fin. Et en fait, c'est un peu frustrant pour l'élève. Donc, nous, on a pris le principe de donner les informations en amont. Sur la carte, le trait il représente la régularité de la langue. Et tout ce que l'enfant ne peut pas deviner, on lui donne les informations pour que lui, tout seul, dans son premier essai d'écriture, ait quand même une chance d'arriver à la bonne orthographe. Donc, voilà comment se déroule une séance d'encodage. Là, il y a une petite vidéo, je vous la passe comme ça parce qu'il n'y a pas de son, donc on peut vous la passer. Et puis, on vous détaille après comment se déroule la séance. Je ne suis pas sûr que je vais avoir le bon lien. Si, si. En fait, je me suis aperçu du cas. Tu vois le cas vraiment, quand on enregistre, ça reste pas tout ça. Peut-être c'est que j'ai oublié. Ouais, mais c'est pour le repère. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous détailler un petit peu ce qui s'est passé. Donc là, c'était le mot tortue. Là, moi, je vais prendre le mot tapis. Donc, l'enfant prend sa carte, son image en codage et il prend les informations au départ. Donc, c'est un mot qui va avec un et il y a un S muet à la fin. Ça, c'est ce qu'il retient au début. Ensuite, il va écouter le mot. Donc, on lui apprend à découper le mot en syllabes et à encoder, à faire son essai d'écriture syllabe par syllabe en les séparant. Ça, c'est pour que l'enfant ne se perde pas dans le mot, mais qu'il soit bien toujours dans une syllabe. Donc, il fait son essai d'écriture qui est juste ou pas. Et ensuite, une fois qu'il pense qu'il a terminé, il va réunir les cartes pour former son mot. Donc ça, c'est son essai à lui. Si on s'arrête là, sur la séance d'encodage, on est sur une évaluation. Qu'est-ce que l'enfant est capable de faire à partir de ce que je lui ai donné? Je vous donne un cas typique. En début d'année, les enfants qui combinent bien, ils vont écrire TAPI. Et en fait, ils vont oublier le S. Parce que l'enfant, au départ, il a bien noté qu'il y avait un S,
mais comme il était tellement concentré dans ses sons, il est resté sur tapis, puis il zappe le S, par exemple. Donc, ce qui est important, c'est que lui puisse corriger dans la même unité de temps. C'est ce que vous avez vu faire l'élève tout de suite. Elle a pris le petit lexique qui est à la fin, là, Leximini. Donc, je vous montre comment ça marche. Il fait seulement 20 pages. Sur les premières séances, on utilise les pages 1 et 2 pour que l'enfant n'ait pas à aller loin, il comprenne bien ce qui se passe. Et sur la première page, en fait, on a l'entrée par son. Donc, elle écrivait tortue. Là, j'écris tapis, c'est le même. Donc, je sais que ça commence par T. Donc, je vais aller à la page 8. L'enfant va à la page correspondante et avec le dessin qui est le même que sur son image, il va pouvoir retrouver le mot qui est écrit en dessous. Et le mot, il est écrit en 2 couleurs pour séparer les syllabes, bleu foncé et bleu clair. Donc là, lui, il peut comparer son écrit, son essai d'écriture avec la norme tout seul. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce n'est pas l'enseignant qui va lui dire c'est juste ou c'est faux. C'est lui qui va aller se confronter à la norme et c'est très important que la norme soit extérieure à l'enseignant et ce n'est pas une histoire de jugement, de dire c'est bien ou pas bien. Non, c'est juste que non, ça ne s'écrit pas comme ça. Donc, quand je reprends l'exemple de mon S, l'enfant qui a oublié son S, ben, sur un exemple comme ça, il va pouvoir se corriger tout seul parce que quand il va arriver à la comparaison, il va dire « Ah oui, j'ai oublié le S ». Lui, il comprend son erreur. Il va dire « J'y ai pu penser ». Donc, ces enfants-là, ils peuvent travailler en autonomie, ils peuvent s'entraîner en autonomie. Et puis, on a aussi des erreurs. Par exemple, si j'ai un enfant qui confond 2 sons, il a mis un mauvais graphème, bon, ben là, il ne va pas comprendre son erreur parce que moi, j'ai déjà vu des enfants en début de CP, le son U, ils mettent un M, et puis eux, c'est celui-là qui fait U, ils n'ont encore pas acquis. Donc, lui, il ne va pas comprendre parce que pour lui, c'est comme ça. Dans ce cas-là, l'enseignant, il intervient vers cet élève-là pour lui corriger son erreur, pour l'aider à le corriger. Ce qui fait que l'enseignant, ça lui libère du temps parce qu'il y a quand même des élèves qui travaillent en autonomie. Donc, il corrige son écrit. Une fois qu'il est validé, alors, j'ai montré avec Leximini, mais on peut le faire aussi avec le clavier métallo si on a du matériel informatique dans ses classes. Je précise que le clavier métallo, c'est complètement indépendant de la méthode de lecture. Il n'y en a pas besoin. Le clavier métallo, lui, c'est un outil qui peut se greffer sur n'importe quelle situation, quelle que soit la matière. À partir du moment où on écrit, il permet de trouver la bonne orthographe. On a plus de la moitié des utilisateurs qui fonctionnent sans le clavier. Voilà. Donc, on peut l'adjoindre ou décider de l'adjoindre ou pas. Je vous montrerai un petit peu tout à l'heure la pertinence si vous l'utilisez. Donc, une fois que l'enfant a corrigé son écrit, il s'entraîne à l'écrire sur son ardoise avec la bonne orthographe. Comme on a travaillé l'entraînement au geste graphique avant, ben, il sait écrire le P. Et de toute façon, les autres sons qui sont étudiés, ce sont des sons qui ont déjà été étudiés, donc on les a vus aussi. Et une fois qu'il a fini tout ça, alors il va avoir une petite carte qu'il colle dans ce qu'on appelle le cahier mémoire. Donc, le cahier mémoire, c'est un petit cahier 17 x 22, 96 pages. Et on utilise les doubles pages et sur une double page, on étudie un graphème. Donc, quand le rythme il est donné au bout de 3 semaines, les enfants, sur 2 séances de 25 minutes en 2 jours, ils encodent 8 mots. Mais en fait, chacun travaille à son rythme. En fait, on s'aperçoit que quand on fait lire les enfants et quand on fait l'écrire, il y a une différence. Quand on amène un texte, ou une phrase au début, etc., ou des mots, vous avez des élèves qui savent déjà lire en CP, puis il y en a, ils ne comprennent toujours pas ce qu'on est en train de dire, ils n'ont encore pas compris la combinatoire, etc. Eh bien, il y a des enfants, le temps de projeter les choses ou de distribuer, le temps qu'on commence, ils ont déjà tout lu. Et puis, il y en a, il y a un vrai travail à faire avec eux. Donc, au niveau de la différenciation, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Par contre, dans une situation comme là, il y a 8 mots à écrire, eh ben, il y a des enfants qui sont encore un petit peu dans le dur, ils vont écrire un mot en 20 minutes parce que c'est leur rythme, parce qu'il faut leur expliquer beaucoup de choses. Et puis, il y en a, ils vont encoder les 8 mots tout seuls parce qu'ils sont forts, ils ont déjà plus compris. Donc, ce qui est important ici, c'est que chacun va travailler à son rythme et les petites images qu'on colle dans le cahier encodage, chaque enfant ne va coller que les mots qu'il a réussi à encoder. Ce qui veut dire que quand on retravaillera les mots dans le cahier mémoire, l'enfant qui a 2 mots, ça correspond à son rythme. Donc, ça veut dire qu'il est capable de retravailler les 2 mots. Et celui qu'on a mis 8, il va pouvoir retravailler les 8 mots parce que c'est son rythme à lui. Et donc, il n'y a pas besoin d'encoder à chaque fois les 8 mots, puisque de toute façon, les sons et les graphèmes sont revus tous les jours avec d'autres mots, donc ils sont acquis au fur et à mesure, et on permet à l'enfant de travailler à son rythme. Donc, vous avez à chaque fois l'image et puis les 2 écritures.
Donc, voilà comment se déroule une séance d'encodage. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, sinon vous pouvez poser vos questions à la fin, c'est comme vous souhaitez. Oui, vous faites ça 25 minutes par jour, le fait de manipuler Oui, c'est les 2 cartes. fois 25 minutes. Oui, parce qu'il y a la mise en place. Alors, au niveau du jeu de cartes, il y a un sous-main qui est téléchargeable dans les ressources pour l'emplacement des cartes. Donc déjà, au départ, l'enfant, il place ses cartes. On ne donne pas le jeu de cartes en entier comme ça. En fait, chaque fois qu'on étudie un graphème, on lui donne les 2 cartes correspondantes. Ces 2 cartes qui sont les mêmes, mais il y a des mots, par exemple, où il y a 2 A, ben, il faut 2 cartes. Donc, c'est pour ça qu'elles sont en double. Et déjà, dans un premier temps, l'enfant, il place ses cartes sur le sous-main. Et déjà, ça, c'est un vrai travail. Parce que sur le sous-main, il n'a que le dessin référent. Et sur la carte, il a la graphie et le petit dessin référent. Et donc, il faut qu'il dise ah oui. Donc, ça, c'est le A. En fait, quand il fait ça, il est déjà en train de réviser ses sons. Donc, il fait ça et ensuite, après, il fait son encodage. Bon, donc, 25 minutes, parce que oui, parce que ça prend du temps. Voilà. Donc, il y a un vrai temps qui est posé pour ça. Et c'est 2 séances de 25 minutes. Et après, ça, c'est sur les 2 premières périodes. Et après, on est sur la 3e période, on fait exactement le même travail, mais on n'a plus le jeu de cartes, ils n'en ont plus besoin. On le fait directement en écrivant avec le crayon. Et après, c'est placé dans des situations d'écriture. Mais oui, donc il y a 2 fois 25 minutes. Voilà, Et puis, donc, il faut prévoir l'achat d'un cahier mémoire pour les élèves, du coup, en parallèle du matériel de la oui, méthode. c'est un petit cahier 17 x 22, 96 pages, ça suffit pour faire toute l'année. D'accord. À prévoir. Merci. Alors, au niveau des préconisations sur une séance comme celle-là, vous voyez, donc des situations d'écriture travaillées quotidiennement, ça c'est ce qui est demandé. La présentation de la régularité de la langue à l'écrit, la correction dans la même unité de temps, très importante, la fréquentation de la bonne orthographe, entre parenthèses, nous on est passé à la nouvelle orthographe puisque c'est une demande ministérielle, et puis l'acquisition du geste graphique travaillé quotidiennement. Donc, quand on fait ce travail-là pendant 25 minutes, on travaille ces 5 préconisations des recherches. Donc, alors là, on a fini la première journée en lecture. Et là, on va prendre la 2e journée. Donc, ce fonctionnement, il est valable sur les 2 premières périodes. Donc, ça, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure quand on a vu le texte. Le 2e jour, on arrive, on dit aux élèves, bon, ben voilà, est-ce que vous vous rappelez le texte que j'ai lu hier, de quoi il parlait, etc. Donc, on fait un petit temps de verbalisation pour revenir sur ce qui a été fait la veille. L'enseignant dit, voilà, ben, je vais vous relire encore un coup l'histoire et je vais vous reposer encore des questions, donc écoutez bien. Donc, le 2e jour, les questions en général vont un petit peu plus loin et on est toujours sur la forme d'un débat argumenté pour que les élèves puissent voir qu'il y a plusieurs points de vue et surtout, moi je réponds ça, comment je sais, comment je connais ma réponse? Je sais parce que moi, quand tu as lu, tu as dit ça, donc moi j'ai compris ça. Ou alors moi sur l'image, j'ai vu ça. Ou alors, ben, tu as dit que, donc moi je comprends que si c'est de l'implicite, l'enfant va expliquer comment il arrive à la compréhension. Et ça permet aux enfants, aux autres d'entendre ça. Donc ça, c'est encore une séance de 30 minutes. Voilà pour la lecture. On s'entraîne encore à tracer le graphème, mais cette fois-là, on va l'écrire directement dans des mots. Et ces mots-là, c'est les mots qui correspondent à ceux qu'on a fait lors des séances d'encodage. Donc, on revoit encore ces mots-là. Donc, en priorité, à un enfant qui aura peut-être encodé que 3 mots sur 2 séances, eh ben, on va lui faire écrire les mots que lui a encodés, qui correspondent à ce qu'il a fait lui. On travaille aussi de la discrimination auditive. Donc, comment on le travaille? Là, c'est sur le fichier. Donc, on a le dessin. On fait coder les syllabes avec des ponts à l'envers. Donc, c'est du travail qui est déjà fait en maternelle. Et on fait faire une croix dans les syllabes où on entend le son qu'on est en train d'étudier. Donc, on fait l'inventaire des dessins et après, les enfants travaillent en autonomie. Correction dans la même unité de temps. Si je fais faire ce travail-là aux élèves et qu'ils posent leur fichier sur mon bureau, voilà, en fait, je viens d'évaluer ce que comment l'enfant entend le son qu'on est en train d'étudier. Nous, ce qu'on vous propose, je vous ai montré tout à l'heure dans les ressources qu'il y avait le fichier corrigé. Vous avez la version corrigée de l'exercice. L'enfant, on peut l'imprimer, ce n'est pas un gros format. Une fois qu'il a fini son travail, on habitue l'enfant à avoir un regard sur son travail, c'est-à-dire qu'il va prendre la correction, il va voir ce qui est juste et ce qui est faux. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, mais dans ce cas-là, on reviendra vers lui pour l'aider.
Mais ça lui permet de ne pas simplement poser son cahier, j'ai fait mon boulot et je ne sais pas si c'est juste ou si c'est faux. Voilà. Donc, toujours avoir ce regard de correction dans la même unité de temps, même si l'enfant n'est pas capable de tout corriger tout seul, c'est important qu'il voit si son essai à lui est plutôt proche de la réussite ou pas. En étude de la langue, donc bah là, c'est l'alphabet, donc ils doivent reboucher les trous de l'alphabet. Donc, l'étude de la langue, en fait, on en fait peu en début d'année, on en fait un petit peu, mais ça montre vraiment, en première période, c'est spécial parce que comme on travaille beaucoup l'encodage pour poser les choses, après, l'étude de la langue se fait vraiment de façon croissante. On a le deuxième jour avec la deuxième séance d'encodage, ben, on reprend où on en était. Celui qui a fait 3 mots, ben, il en attaque un 4e, et puis celui qui a écrit les 10 mots, ben, on l'incite déjà à écrire des petites phrases simples qui contiennent ces mots-là. Voilà, pour que chacun travaille à son niveau. Ensuite, il y a la partie de droite en lecture. Donc là, c'est la page de droite qui est à côté du texte entendu. Donc le haut, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et ce qui est en bas ici, en fait, c'est ce que l'enfant est capable de lire à ce moment-là. Donc, on a fait un choix par rapport… Alors, je ne sais pas si je peux zoomer. Oui. Si, je peux zoomer. Voilà. On a fait le choix d'écrire les mots en 2 couleurs. Donc, le graphème étudié, lui, il est en gras dans l'écriture. On écrit en 2 couleurs, donc on a pris bleu foncé et bleu clair pour faire ressortir les syllabes. En fait, ça n'a aucun intérêt de laisser un enfant se perdre devant un mot sans identifier les syllabes. La syllabe à l'oral, c'est ce qui est c'est le plus gros appui pour l'élève. Un enfant, il peut scander une phrase en syllabes, il n'y a aucun problème. Par contre, quand on commence à lui dire « faut voir les mots de la phrase à l'oral », c'est quelque chose qui est très difficile pour lui. La syllabe, c'est vraiment l'appui. Donc là, il a le repère pour augmenter sa fluence plutôt que de faire il va plutôt faire ta, lo. En fait, on l'incite à s'appuyer sur les syllabes. Et puis, les lettres muettes, au départ, on les avait mises en gris. Donc, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a fait évaluer la méthode pendant 2 ans sur 22 classes. Donc, ça, c'est le retour des collègues. Tester. Tu dis quoi? Évaluer. Non, tester. Et puis évaluer après. Mais… Et donc, au départ, on avait mis en gris les lettres muettes et on s'est aperçu qu'il y a certains élèves, quand ils recopiaient les mots, ben, ils n'écrivaient pas la partie grise. C'est comme s'ils ne la voyaient pas. Donc, on a fait le choix de mettre les lettres muettes de la même couleur que la dernière syllabe et de souligner la lettre muette avec un petit trait noir discret. Oui. Voilà, donc ça, c'est le code. Donc ça, c'est ce qui est entouré en vert, là, c'est ce que l'enfant est capable de lire. Et les petits mots que vous voyez entourés en bleu, c'est les mots-outils qu'on étudie. Donc, on en amène un par texte en général. Là, c'est parce que c'est tous ceux qui ont déjà été étudiés. Donc, on fait une petite révision avant de lire. C'est de la mémorisation orthographique. C'est pour pouvoir lire des petites phrases assez vite. Donc, voilà comment se déroulent à peu près 2 journées. Ce qu'il n'y a pas en période 1, donc je vous montre en complément ici, c'est la dictée. Elle ne commence qu'en période 2 parce qu'en période 1, on pose l'encodage, donc on ne veut pas tout mélanger. Les séances de dictée des périodes 2 jusqu'aux périodes 5, voilà comment ça se passe. On travaille au niveau de la syllabe, mais la syllabe, on la travaille toujours en contexte. Donc, on va faire écrire à l'ardoise 5 syllabes. Mais on va leur dire, vous écrivez roule comme dans rouler, par exemple. On présente toujours un mot qui contient cette syllabe-là. On étudie 2 mots-outils, de ceux dont je viens de parler qui étaient entourés en bleu. Donc, on fait une mémorisation orthographique de ces mots-là, même si on n'a encore pas étudié tous les sons. Et on fait écrire une phrase simple. Par exemple, ici, Métallo roule dans la cour. Au niveau de l'écriture de la phrase, alors on fait l'essai d'écriture et on corrige dans la même unité de temps, tous ensemble, pour arriver à la bonne orthographe. À partir de ça, c'est en période 2. À partir de la période 3, on fait toujours la même chose, mais on ajoute une réflexion à l'oral sur la phrase qui a été écrite. Alors, pourquoi on fait ça? Par exemple, Métallo roule dans la cour, on va dire aux élèves, est-ce que vous pouvez trouver, alors est-ce que vous pouvez écrire sur la phrase est au tableau, est-ce que vous pouvez écrire sur votre ardoise le mot qui dit ce que Métallo est en train de faire? Donc là, c'est le mot roule. Donc, ils écrivent le mot. Petit à petit, on leur apprend que c'est le verbe, ce mot-là, qui dit ce qui est en train de se passer. Et la deuxième question qu'on pose, après, c'est qui est-ce qui fait ça? Mais là, on ne va pas parler de sujet. On est juste en train d'appuyer sur le sens. Qui est-ce qui roule? C'est Métallo. D'accord. Donc ça, c'est du travail à l'oral qui est fait systématiquement sur la phrase. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en période 4 et 5,
on va parler de l'accord du verbe au présent et au singulier, c'est-à-dire à la troisième personne du singulier, à la troisième personne du pluriel, sur les verbes du premier groupe. Ça, c'est pour placer le ENT. Alors, au départ, quand on a montré ça aux testeurs, les testeurs nous ont dit « Ouh là là, où est-ce que vous allez ?» Alors, on va aller jusqu'au bout pour vous expliquer. Déjà, pourquoi il faut le faire? Parce que il y a des élèves, quand on ne leur présente pas cette histoire de ENT, ils disent « en » à la fin des mots. Ils prennent le EN pour un « en ». Donc, il faut qu'ils sachent, à un moment donné, que des fois, ça sonne « en », puis des fois, ça ne sonne pas. Donc, on a mis ça en place. Donc, on fait tout ce travail à l'oral qui est poursuivi jusqu'en période 5, mais à partir de la période 4, on commence à le faire à l'écrit. C'est-à-dire que l'enfant, il a une phrase, il a deux formes du verbe. Par exemple, si c'est monte, il a M-O-N-T-E, M-O-N-T-E-N-T, et il doit choisir la bonne forme, et il est capable de dire qui est-ce qui fait ça. Est-ce qu'il y en a un ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Voilà ce qu'il fait. Pour vous donner le résultat de l'évaluation qui a été faite par Patrice Gourdet, sur l'étude IFE, les marques du pluriel, il y avait 17,6% des élèves qui étaient capables de le faire à l'étude IFE. Nous, avec le travail qu'on fait, on a 51% des élèves en fin de CP qui sont capables de gérer ça. Donc, bien sûr, tout le monde ne le fait pas, mais on ouvre ça pour que l'enfant soit conscient de ça, même s'il n'est encore pas capable de le faire tout seul. On n'a pas à déconstruire à un moment donné le fait de les laisser écrire comme ils veulent. On n'a pas à déconstruire quelque chose à un moment donné. En présentant depuis le départ, on arrive à donner vraiment une conscience orthographique. Voilà, donc ça, c'est des exercices systématiques qui sont faits après aussi. Donc voilà pour la dictée. Et puis l'encodage. Donc l'encodage, c'est avec le jeu de cartes les deux premières périodes. C'est sur le fichier à la troisième période sous la même forme. On a un fichier là. Voilà. Ouais. Je vous montre juste sur le fichier comment ça se présente. Voilà. En fait, la page du fichier, elle est comme ça. Et donc, vous avez le même principe. Vous avez le dessin, vous avez les indices orthographiques. Et puis, l'enfant, ben, il est capable de faire son essai, mais directement avec le crayon. Et puis, en période 4 et 5, chaque fois qu'on étudie un nouveau graphème, cette forme d'encodage, c'est intégré dans la dictée, en fait. On écrit des mots qui contiennent le nouveau graphème. Donc après, ce qu'il y a aussi, c'est de nombreuses situations d'écriture cadrée. Donc là, je vais vous en présenter une. Là, on écrit une phrase. Donc là, on veut faire écrire aux élèves « Métallo porte une souris et une tasse » ou alors « Métallo porte une tasse et une souris ». On est en train de travailler sur le « EET ». Donc, comment on le travaille? On amène l'image. Les enfants, librement, s'expriment. Voilà, ils disent ce qu'ils veulent. Ensuite, on va faire formuler la phrase qu'on veut écrire. Donc, on leur dit, si on veut les inciter à formuler la phrase, on peut leur poser la question, qu'est-ce qu'ils portent, Métallo? Et ils vont dire, une souris puis une tasse, ils vont être à l'oral. Donc, on va amener petit à petit la phrase complète. D'accord, une souris et une tasse, mais il faut qu'on fasse une phrase complète. Qui est-ce qui fait ça? C'est Métallo, etc. Donc, on arrive à la formulation orale, Métallo porte une souris et une tasse, par exemple. Une fois qu'on est d'accord sur ce qu'on va écrire, les enfants vont faire un essai d'écriture. Ici, ils le font sur une grande bande de papier, au feutre, puisqu'on va afficher ça au tableau après. Donc, ils sont par deux, ils coopèrent ensemble. Ils peuvent utiliser les outils qui sont dans la classe, c'est-à-dire Leximini, les affichages de classe, etc. Et une fois qu'ils ont terminé, on met toutes les affiches au tableau. Il y a des erreurs. Et là, dans la même unité de temps, toujours, on va corriger ensemble, on va discuter pourquoi ça s'écrit comme ça, etc. On ira chercher la bonne réponse, soit dans le texte, soit sur Leximini, etc. Une fois qu'on est d'accord, l'enfant, alors ça c'est la première fois qu'on fait cette situation-là, l'enfant, il a juste à refaire, on enlève tout, et l'enfant refait la situation sur son fichier à lui. Si j'avais fait directement sur le fichier, je suis sur une évaluation, là. Voilà. Là, on a fait tout un travail ensemble, on a tout construit ensemble, et maintenant, à toi de voir si tu as bien compris. De la même manière, si je le fais faire sur son fichier, cette chose-là, et qu'il pose son fichier sur mon bureau, j'ai évalué ce qu'il a retenu de la séance. Il va avoir à sa disposition la phrase écrite avec la bonne orthographe. Quand il aura terminé d'écrire, il va pouvoir prendre la petite bande de papier et comparer son écrit avec la bonne orthographe pour voir s'il a réussi ou pas. Encore une fois, s'il a fait une erreur, il peut la comprendre tout seul. Et s'il a une erreur qu'il n'a pas comprise, on peut lui expliquer. Donc ça, c'est une des multiples situations d'écriture, mais il y en a tout au long de l'année qui sont de plus en plus, on va dire, exigeantes. Voilà. Donc, c'est des situations cadrées, mais qui permettent à l'enfant
de construire la bonne orthographe. Pourquoi on fait ça? En fait, quand on est, là, si je sors du CP, quand on est en CE1, CE2, CM1, CM2, on fait de la production d'écrit avec les élèves, puis quand ils font de la production libre, en fait, on est perdu parce qu'ils partent dans tous les sens, ils font plein de fautes, on ne sait pas comment on peut gérer ça en tant qu'instit. Donc, on se dit, ben voilà, on voudrait bien qu'il y ait moins de fautes. Ce que nous, on fait pendant ces séances-là, c'est qu'on est en train de tout poser le fonctionnement de la langue dans ces situations cadrées. C'est-à-dire que l'enfant est en train de comprendre. Oui, j'écris pas comme j'ai envie, il y a une façon d'écrire. Oui, quand j'ai fini mon essai d'écriture, je peux regarder si j'ai juste ou pas. Voilà, etc. Donc, pendant ces situations-là, on donne des habitudes de travail à l'élève qu'il peut réinvestir quand lui fait de la production libre parce qu'il va être beaucoup plus attentif à ce qu'il fait et il va pouvoir se dire, oui, il faut que j'aille voir quand même si ce que j'ai écrit, c'est juste ou pas. Donc, voilà le travail qu'on fait en écriture. Et puis, si je prends un exemple en étude de la langue, par exemple, en période 2, on travaille sur le pluriel des noms. Donc, on peut travailler avec Leximini ou avec le clavier métallo. Donc, le pluriel des noms, on a fait une séance, une séance collective avant. Hein. On a amené donc, les images que vous voyez sur la gauche, là, carottes, poupées, tomates. On a amené les images, on a amené déjà les dessins où il y a un seul élément. Une carotte, une poupée, une tomate, etc. On a demandé aux élèves d'écrire les mots. Donc là, ils peuvent aller chercher dans Leximini ou dans le clavier métallo pour écrire avec la bonne orthographe. On affiche au tableau. OK, c'est comme ça que ça s'écrit. Maintenant, on amène les éléments, les images où il y a plusieurs éléments et on demande aux élèves d'aller voir justement sur Leximini ou le clavier métallo, de voir comment ça s'écrit. Je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, bon, je vais prendre n'importe lequel, mais sur le Leximini, on présente directement le singulier et le pluriel. Dès le début de l'année, on montre aux enfants, parce que quand un enfant il nous dit par exemple lama, maîtresse, comment ça s'écrit lama? On va plutôt tendance à avoir lui dire lama, ça s'écrit L-A-M-A. Ben non, lama, ça peut s'écrire L-A-M-A, mais ça peut s'écrire aussi L-A-M-A-S s'il y en a plusieurs. Et ça contribue aussi à ce que je vous ai dit tout à l'heure, que les élèves arrivent mieux à gérer les marques du pluriel parce qu'on ne les a pas enfermés dès le départ à une écriture singulier, mais singulier pluriel d'entrée, on les ouvre à ça. Bien sûr, tout le monde ne le maîtrise pas au départ, mais ils savent de quoi on parle. Donc là, on a fait une séance pour montrer que quand il y en a plusieurs, ben, en fait, il y a un S qui est à la fin des mots. Parce qu'on travaille sur la régularité de la langue et on n'est pas en train de travailler des exceptions qui prennent un X, par exemple. Pour l'instant, on travaille sur le S. Quand l'enfant a fait cet exercice qu'il a relié, il peut lui-même aller vérifier s'il a juste ou pas dans Leximini parce qu'il va voir une tomate et des tomates, comment ça s'écrit. Et il peut aussi le faire avec le clavier métallo parce que c'est exactement la même chose, on présente les deux écritures. Là, l'enseignant, c'est lui qui choisit suivant le matériel qu'il a. Voilà. Donc, vous voyez, ce qui est important là, quand on fait écrire les enfants, c'est toujours d'avoir un regard sur mon écrit dès le départ pour qu'ils soient habitués à se dire, ben non, j'écris pas comme je veux. On n'habitue pas les enfants à écrire en phonétique pendant 6 mois, puis de leur dire au bout d'1 an, ben, attendez, il faut que je vous explique, c'est bien comme vous écrivez, mais bon, il y a une orthographe qui existe, etc. On les habitue dès le départ et ils y arrivent très bien. Alors, si je fais une synthèse, si je reviens à la compréhension, puis que je fais une synthèse sur l'année, parce que je vous ai montré que la première période, sur les 2 premières périodes, il y a les textes longs qui sont lus par l'enseignant, sur lesquels on travaille la compréhension. Mais en parallèle, on fait de la lecture de syllabes, de la lecture de mots, de la lecture de phrases, de la lecture de textes courts. Les textes courts, ce n'est pas les premiers jours, hein, ça vient petit à petit. Et à partir de la période 3, l'enseignant ne lit plus les textes, les enfants sont capables de lire tout ce qu'il y a dans le livre, donc à partir de janvier. Donc la page de gauche et la page de droite, c'est les enfants qui le lisent. Bien sûr, sur les textes longs, il y a un accompagnement, on le fait collectivement, on le fait ensemble, etc. Et puis sur les périodes 2 et 3, on a des activités complémentaires purement de compréhension. Alors, je vous en explique une. Par exemple, en début de période 3, on travaille sur les pirates. On a un texte sur les pirates avec une image. Donc, on a étudié le texte et dans la séance complémentaire, on amène 4 images séquentielles qui représentent certains moments de cette histoire-là. Les enfants travaillent en groupe, en général de 3 élèves. Ils ont les 4 images. Le premier travail qu'ils ont à faire, c'est d'ordonner les images.
Ils ordonnent les images, on fait une mise en commun, on discute, on débat, pourquoi on met celle-là avant, etc. Ils justifient. Les images dans le fichier d'activité, elles sont en grand format, on les affiche au tableau. Donc, à la fin, on a les 4 images mises dans l'ordre selon ce que les groupes ont expliqué. Ensuite, on donne une image vierge à chaque groupe et on leur dit maintenant, vous allez dessiner un autre moment de l'histoire qui n'a pas été encore dessiné. Ils se mettent d'accord, ils font le dessin. Et on leur dit, cette image-là, vous allez devoir venir la placer au bon endroit au tableau, au bon moment de l'histoire. Et vous devrez expliquer pourquoi vous la mettez à cet endroit-là. Voilà, donc on complète l'histoire, on complète des illustrations, on est toujours sur un débat de dire, voilà, nous on le met là parce que c'est après ça que ça s'est passé, etc. Et s'il y a 2 groupes qui dessinent un moment qui est identique, en fait, sur la ligne, on met les 2 images l'une au-dessus de l'autre comme ça parce que c'est le même moment. Donc ça, c'est une des activités complémentaires, par exemple, qu'on met en place sur les périodes de L. Au niveau de l'autonomie, on développe l'autonomie des élèves. Alors, sur les 2 premières périodes, je vous ai montré qu'on emmène tout le groupe classe parce que c'est important que les enfants qui ne savent pas comment on répond à une question, où est-ce qu'on trouve les réponses, c'est important qu'ils entendent les autres dire comment ils le font. Donc, sur les 2 premières périodes, on travaille beaucoup en groupe classe, bien que sur le fichier, il y a déjà des petites activités où, quand on a discuté ensemble, j'ai une petite activité et on y revient après. Si je vous prends la période 4, par exemple, en période 4, le texte long, donc c'est les élèves qui le lisent, alors on ne va pas leur faire lire d'entrée comme ça, ils ont un extrait du texte, ils ont 15 minutes, ils lisent le petit texte, ça fait 3 lignes, ils ont l'illustration, le petit extrait, et ils ont 5 questions vraies ou faux en bas. Et ils doivent tout seuls lire le texte et répondre aux questions. Et on leur dit, si jamais tu ne sais pas, ce n'est pas grave, de toute façon ne t'inquiète pas, on voit ça ensemble après, mais on leur dit maintenant, on ne va pas attendre de toujours faire ensemble, vous allez faire tout seul et après on va regarder ce que vous avez fait. Donc là, vraiment, on développe l'autonomie pour qu'ils se lancent tout seuls dans la tâche. Et après le quart d'heure passé, il y a un quart d'heure qui est prévu pour revenir sur le vrai faux, alors pour relire le texte, l'extrait, et revenir sur le vrai faux et justifier les réponses. Et ensuite, après, on va étudier le texte en entier. Donc l'autonomie, on l'amène petit à petit pour que les enfants se lancent de plus en plus dans la tâche, mais on les a rassurés avant, puisque pendant les deux premières périodes, on a vraiment donné des habitudes de travail tous ensemble pour que les enfants se sentent bien et comprennent ce qu'on demande, ce qu'on attend d'eux. Donc voilà pour la compréhension. Et puis pour résumer, chaque fois qu'on étudie un graphème, voilà les domaines qu'on travaille. Donc lecture, compréhension. Le vocabulaire, il est travaillé en contexte dans les textes. Ensuite, discrimination auditive, discrimination visuelle, c'est systématique. L'entraînement au geste graphique, il est systématique. L'étude de la langue, en fait, l'étude de la langue, ça dépend du graphème qu'on est en train d'étudier. Voilà, donc c'est lié au graphème qu'on est en train d'étudier en général. Et puis, l'encodage, alors l'encodage en début d'année, mais aussi petit à petit les situations d'écriture, et la dictée à partir de la période 2. Donc, chaque fois qu'on travaille un graphème, on travaille tous ces domaines. Les graphèmes, ils sont travaillés sur 2 jours en début d'année pour respecter le rythme des 14 graphèmes sur les 9 premières semaines. Après, par la suite, on peut travailler des graphèmes sur 3 jours, justement parce qu'on fait aussi de l'étude de la langue, etc. Et c'est pour ne pas précipiter, qu'on ne soit pas dans un rythme trop grand. On prend 3 jours parce qu'on fait aussi d'autres choses. On ne fait pas que l'étude du graphème. Ça, c'est l'ensemble des préconisations qui font consensus aujourd'hui suite aux différentes recherches qui ont été menées. Vous voyez, l'entrée graphémique, on respecte. Le rythme d'étude des 14 graphèmes, j'en ai parlé. L'influence positive des activités d'encodage, on en fait tous les jours. Pour l'écriture, les situations d'écriture travaillées quotidiennement, c'est fait. L'entraînement au geste graphique, la régularité de la langue, la fréquentation de la bonne orthographe, la correction dans la même unité de temps. Et puis pour la lecture, on a le travail de la compréhension explicite et implicite dès le début de l'année sur des textes entendus. La déchiffrabilité des textes, donc je l'ai dit, nos textes sont déchiffrables à 100%. Et puis le débat entre les élèves pour affiner la compréhension. Donc ça, c'est l'ensemble de toutes les préconisations qui font consensus aujourd'hui et que vous retrouvez dans les différents supports, que ce soit le guide orange, que ce soit l'étude de l'IFE, etc. Ça, c'est les résultats de l'évaluation scientifique qui a été menée par Patrice Gourdet. Il y a le rapport détaillé qui est sur notre site, donc vous pouvez le trouver dans les ressources que je vous ai montrées tout à l'heure. Vous voyez, comprendre le fonctionnement de la langue. Donc, les élèves ont géré au moins une marque du pluriel. On a 51%, alors qu'ils avaient 17% sur l'étude IFE.
Ça montre bien que quand, dès le départ, on montre aux élèves comment ça fonctionne, ben, ils s'habituent plus vite. Et il vaut mieux montrer les choses et les expliquer simplement que de rester sur un cas unique comme le singulier. Puis après, quand on amène le pluriel, le problème, c'est qu'il va falloir déconstruire qu'il y a un singulier. On a habitué comme ça. Si on a donné une habitude qui n'est pas la bonne, il va falloir la casser avant de remettre la bonne habitude. La différenciation. Donc, nous, on est enseignants, donc on sait bien que c'est un peu la clé quand même de la classe, hein. Si on ne fait pas de différenciation, ben, on ne peut pas y arriver. Donc, l'avantage, c'est que dans les situations d'écriture, la différenciation, elle est naturelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, nous, comme on a déjà 50% du travail qui se fait en écriture, ben, ça se fait déjà tout seul. Dans le guide pédagogique, chaque fois qu'il y a une différenciation possible, elle est indiquée dans le petit paragraphe qui correspond à la description de l'activité. Et puis, il y a aussi un fichier de différenciation quand il y a besoin de support pour différencier. J'insiste sur une chose en différenciation. Pareil, au niveau des préconisations de la recherche, la meilleure différenciation, c'est de donner la même activité à tout le monde, mais adaptée à son niveau. Ce n'est pas de dire tel groupe va faire tel exercice, tel groupe tel exercice, tel groupe tel exercice. C'est que chacun fasse la même chose. D'ailleurs, c'est plus facile pour l'enseignant. Par contre, on a donné des clés pour qu'il y ait différents niveaux dans la tâche qu'on donne. Et puis l'accompagnement, donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi, ça. Donc, nous, avec Laurent, on peut être contacté par mail, on répond, voilà, sous 1 ou 2 jours, c'est répondu. En général, c'est dans la journée. Il y a le groupe Facebook où il y a tous les utilisateurs de la méthode qui souhaitent y être et qui échangent entre eux et qui développent d'autres ressources complémentaires de ce que nous, on a fait. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et ils se posent des questions entre eux et ils se répondent. Les tutos qui sont sur le site. Et puis, en début d'année, on fait un webinaire de mise en place, c'est-à-dire que début septembre, on fait un webinaire de format questions-réponses. Les enseignants qui veulent, ils vont mettre la méthode en place, ils ont encore des questionnements, ils ont regardé comment ça fonctionne, mais ils ont des questions. Ben, on fait un temps d'échange où ils nous posent directement les questions et on répond pour la mise en place dans la classe. Donc, l'application, soit vous téléchargez dans les stores et c'est sur tablette et c'est hors ligne, soit vous utilisez en ordinateur et là, donc, vous devez être en ligne. Moi, je vous montre le cas de figure où on est en ligne. Donc, quand on a créé son compte, on vient dans son espace, dans la rubrique le clavier métallo, je vais accéder au clavier. Voilà. Donc, le clavier métallo, donc ce qui nous concerne aujourd'hui, hein, c'est le CPCE1, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc, c'est un clavier avec une entrée phonétique qui regroupe les sons de la langue française, le te, le pe, le se, le fe, le a, etc. Et puis en bas, vous avez des touches doubles pour des sons qui sont proches, et, o, un, en fonction des prononciations régionales. Là, vous allez retrouver les illustrations qui sont les affichages. Donc là, il y a une cohérence, hein, il y a une articulation très cohérente entre la méthode de lecture et le clavier métallo, même si voilà, on n'est pas obligé de l'utiliser. Vous retrouvez tous les éléments quand vous utilisez le clavier avec la méthode dans le guide pédagogique qui vont détailler un peu les séances et comment utiliser le clavier pendant la séance, si vous utilisez le clavier. Donc, c'est simple. Alors, pareil, ici, on travaille avec la régularité de la langue. On présente la graphie la plus courante de chaque son sur chaque touche, comme Christophe vous l'a précisé tout à l'heure, hein. Le i qui s'écrit dans 99% des cas avec un i, eh bien, ici, on va présenter uniquement cette graphie au départ. Donc maintenant, je cherche un mot, j'encode des sons. Si je cherche le mot voiture, je fais voix, voit, et je vais trouver l'orthographe de mon mot. Si je prends un mot plus compliqué, comme spaghetti, je vais faire spa. Et je vais trouver spaghetti. En 5 secondes, maxi, l'enfant va trouver l'orthographe de son mot. Ce qu'on conseille, nous, quand il doit l'écrire, c'est de revenir au clavier de départ, de mémoriser et de revenir là. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que certains élèves, quand ils gardent la page de résultats, ils font un recopiage lettre à lettre. Donc, il faut revenir au clavier de départ, mémoriser, revenir au clavier de départ et à ce moment-là écrire. Ça fait partie du processus d'intégration de l'orthographe. Donc, tous les mots au niveau lexical, vous les avez à cette vitesse-là. Alors, au niveau grammatical, sur Leximini, Christophe… Alors, pardon, j'ai oublié de parler de mots avec un encodage court. Si je prends un mot comme le mot loup, j'ai terminé l'encodage. J'ai une touche drapeau qui me permet d'accéder à une page de résultats qui est déjà présente. Voilà. Donc, toute la partie
lexicale, elle est enlevée. Elle va permettre à l'élève donc d'écrire avec la bonne orthographe tout le temps, de manière quotidienne, et donc de mémoriser convenablement. Et puis au niveau, et ça, je ne sais pas si Christophe en a parlé tout à l'heure au niveau des résultats Si. en CE1, Si. si tu l'avais dit celui-là. Ah non, au niveau de la conscience phonologique. Oui, au niveau de la conscience phonologique et l'étude y fait, les élèves en fin de CE1, je précise, en fin de CE1, écrivent à 88% de manière graphophonétique. Ah, pardon, j'admets quelqu'un. Sur la cohorte métallo, on arrive à 96%, mais en fin de CP. D'accord? Le fait de brasser toujours ces phonèmes de manière régulière, ben, ça donne vraiment une conscience phonologique. Maintenant, on a débarrassé de l'orthographe lexicale, donc ce qui va permettre aussi, là, ce que vous disiez Christophe tout à l'heure, de différencier au niveau par le bas, mais aussi par le haut, parce qu'un élève qui est très à l'aise et qui généralement met le bazar dans la classe parce qu'il a fini son activité, ben ici, il va lui pouvoir aller un petit peu plus loin en écrivant plus de mots ou une phrase plus longue. Hein, l'écriture, c'est vraiment un différenciateur naturel. Donc maintenant, au niveau grammatical, ben Christophe vous a montré avec Leximini tout à l'heure, hein, il vous a parlé du mot lama. Comment s'écrit le mot lama? Moi, je vais vous prendre le mot montagne. Ben, on va voir qu'on présente le pluriel des noms, mais on présente aussi le pluriel des verbes. Pourquoi? C'est pour inciter l'élève à faire un choix par rapport à son écrit. Et c'est le baigner directement dans les accords grammaticaux dès le début de l'écriture. Et ça, quand on dit généralement à un élève de CPCE1, oui, mais tu n'as pas mis le pluriel. Pour lui, c'est quelque chose qui est extrêmement abstrait. Donc ici, nous, on donne des cartes mentales. Ces cartes mentales, ça va vraiment aider l'élève à poser des accords grammaticaux. Ce que j'ai pas montré aussi, c'est que si vous avez un élève, par exemple, qui cherche le mot cheval, il va trouver son cheval, évidemment. Mais parfois, nous, dans notre département, c'est Lynn, hein, je crois, qui a nommé. Je ne sais pas si à nommé, il parle comme ça, mais il disent un cheval. Donc, si je fais cheval, je vais aussi le trouver. D'accord? OK. Donc, voilà. Là, Quand l'enfant tape sur le clavier, il n'est pas en train d'écrire. Hein. oui, Il est en train d'encoder les sons que lui entend. Par contre, l'enfant qui dit cheval, si on le laissait écrire sur son cahier, il va écrire cheval, hein, c'est clair, parce qu'il écrit ce qu'il entend. Là, il va encoder cheval parce que c'est son fonctionnement à lui dans la chaîne phonétique. Et quand il va arriver sur la page, il va dire « Ah, ça s'écrit cheval en fait ». Et là, il va écrire avec la bonne orthographe. On utilise vraiment la phonétique comme un chemin d'accès à l'orthographe. Oui, de la même manière, hein, s'il prenait un mot compliqué comme chewing gum, vous le trouverez à plein d'entrées possibles. Mais il n'est pas sur cette base-là, il est sur la base 2. Oui, j'ai oublié de vous préciser qu'on peut changer de base et on passe du CE1 au CM2 ici. Alors ici, c'est plutôt 7000 mots CP, CE1 et puis ici 18 000 mots CE1. La jonction se fait à peu près là, CE1 jusqu'au CM2. Et là, toujours pareil, il y a 18 000 mots et chaque mot est trouvé en moins de 5 secondes. Voilà, ce que j'expliquais, chewing gum, si je mets chewing gum, je vais le trouver, mais de la même manière, si je le prononce chewing gum, je vais le trouver, et si je le prononce chewing gum aussi, etc., je le trouverai. D'accord? Alors, je vais revenir sur le clavier métallo 1. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment on peut adapter le clavier métallo à la progression de sa classe quand on est donc en phase de lecture et d'écriture. Donc ici, on a présenté la régularité de la langue, la graphie la plus courante de chaque son, d'accord? Mais on peut aller plus loin. Donc, si on vient ici, alors il y a deux possibilités. Soit on peut passer par là et venir sur la personnalisation, soit je viens depuis mon espace et je vais dans personnaliser le clavier. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire évoluer le clavier avec la classe. Donc, je viens ici. Pas de panique, si vous faites des erreurs, vous pouvez faire n'importe quoi, vous mettez réinitialiser, enregistrer, tout est revenu à zéro. Donc, il n'y a pas de problème. Au niveau du clavier, vous irez regarder un petit peu, hein, on ne va pas tout vous dérouler.
On fait un webinaire exprès pour ça. La semaine prochaine, si vous voulez qu'il détaille plus. Ici, vous allez pouvoir, vous travaillez aujourd'hui avec vos élèves, vous venez de voir que ça peut s'écrire avec un F, un PH, avec 2 F. Eh bien, vous pouvez venir ici, choisir la touche qui correspond et faire évoluer le clavier petit à petit avec vos élèves. Donc là, je vais enregistrer. Et puis, vous pouvez même, en CP, modifier par exemple les couleurs d'arrivée, les noms en vert. Vous pouvez les choisir en fonction de votre école. Si votre école a l'habitude de les souligner en bleu, vous pouvez donc modifier les couleurs. Vous pouvez choisir d'écrire aussi en cursive. Si vous avez un élève à un moment donné qui a un problème par rapport à la transcription entre le clavier et son cahier. Il y a plein de petites choses qu'on peut modifier. Vous avez même le conjugateur. Donc, le conjugateur, si on est en début d'année, en début d'année de CP, on ne travaille pas avec un conjugateur, donc on peut le bloquer. Mais si on est en fin d'année, puis qu'on travaille, par exemple, l'élève, on lui dit, bah, tiens, raconte ce que tu fais depuis le matin. S'il dit, je me lève, donc, bah, qu'est-ce qui se passe? On va venir personnaliser ici le conjugateur. On va garder uniquement les temps qui nous intéressent, c'est-à-dire le présent, puisque là, on lui demande de raconter au présent. Je vais garder le présent. Je valide. Et puis, on peut même venir choisir le pronom avec lequel il peut travailler. Donc là, on va garder le « je ». Donc, je vais enlever les autres qui vont apparaître en débrillance. Donc maintenant, je vais retourner à l'application. Je vais aller jeter un œil. Donc, vous voyez que ça a bien été pris en compte. Donc, on peut faire évoluer le clavier petit à petit. Si je prends un verbe, donc on est bien en écriture cursive, et vous voyez qu'on présente la formation qui a été sélectionnée pour que l'élève y ait accès le plus rapidement possible. D'accord? Voilà, je ne vous en montre pas plus.